Alors, bienvenue à l'émission Récital des anges. Nous recevons ce midi Monsieur Bruno Roy, qui est auteur de Pouvoir chanter, qui d'ailleurs vient juste de paraître aux éditions VLB et que Monsieur Roy est venu nous présenter au Salon du Livre de Québec. Alors, bonjour Monsieur Roy. Bonjour. D'ailleurs, vous pourriez nous parler du jeu de mots que implique Pouvoir chanter et qui réfère à votre sujet. Oui, tout à fait. Pouvoir chanter, sémantiquement, je trouvais que c'était un titre extrêmement intéressant. C'est bien sûr, le livre est une analyse des rapports entre le pouvoir et la chanson, mais on peut le voir aussi comme étant une analyse du pouvoir qui est chanté. On peut le voir comme une analyse de la capacité que nous avons individuellement ou collectivement de chanter. Bref, c'est tout ce qui tourne autour du pouvoir La et de la capacité, chanson. c'est ça, c'est pouvoir. Oui, Dans ce c'est sens-là. le pouvoir, mais il y a le mot pouvoir aussi qui renvoie au pouvoir politique. Et le pouvoir de la chanson, est-ce qu'il y en a un aussi? Je crois que oui. Au niveau d'une prise de conscience, il y a sûrement un pouvoir. Il n'y a aucun doute. Donc, chanson et conscience seraient liées. Oui, tout à fait. Je pense que la chanson permet une prise de conscience. Puis elle commence d'abord par les individus. Si je vous renvoie la question que vous posez vous-même dans votre livre, quelle lutte mène la chanson contre l'oppression? Qu'est-ce Oui. que vous pourriez me répondre? Je vous réponds que ça dépend des époques, mais c'est bien évident que une chanson qui se veut engagée, finalement, la finalité d'une chanson engagée, c'est de lutter contre les oppressions, quelles qu'elles soient, que ce soit des rapports d'inégalité, que ce soit des injustices sociales, que ce soit des rapports d'exploitation entre individus ou entre individus et systèmes. Donc, j'entends par oppression tout ce qui aliène l'homme, et une certaine chanson peut... C'est une forme de contestation. Oui, effectivement, mais une contestation qui se veut aussi une prise de conscience. Et je pense que l'histoire de la chanson québécoise illustre parfaitement cette lutte. Par exemple, au 19e siècle, c'était une lutte pour une espèce de survivance de l'identité française. Et la chanson, à ce moment-là, est beaucoup plus nationale. C'est évident que la question de l'identité est au centre du questionnement. Mais il y a une forme de lutte de pouvoir aussi, à la limite. Alors, c'est bien évident que si je mets ça dans un contexte ouvrier, la notion d'oppression est différente. Et puis, est-ce que c'est la chanson traditionnelle ou la chanson canadienne qui a été, si on regarde historiquement, la plus contestataire? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la chanson folklorique qui a été plus contestataire parce qu'elle n'était pas nécessairement institutionnelle. Les gens, à travers une forme d'expression populaire, envoyaient des textes dans les journaux, dans les veillées, pouvaient reprendre un air et changer les paroles. Il y avait un côté qui était beaucoup plus de lutte, alors que la chanson canadienne est beaucoup plus près de la chanson institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'institution, c'est la culture officielle qui veut, à travers une chanson, exprimer l'âme d'un peuple. Elle est moins contestataire, elle est beaucoup plus un effet de survivance. Vous consacrez une grande partie de votre ouvrage au 19e siècle, oui. Soit une période qui est antérieure au rouleau de cire et au disque. À ce moment-là, quelle forme ou sous quel support la chanson se présente au public? Sous le support, je dirais que les journaux étaient extrêmement importants à l'époque. D'une part, et il y a le support de l'école, c'est-à-dire des institutions officielles, et dont on a une illustration relativement récente avec les chansonniers des écoles qu'ils appelaient à l'époque. Parce qu'il faut voir que la chanson religieuse, c'est un lapsus, la chanson patriotique fait par des religieux très souvent, mais aussi fait par des avocats, par des journalistes même, des historiens. Lionel Groulx a fait des chansons. Lionel Groulx a fait une chanson. Oui. Alors donc, ça appartenait à cette époque où l'élite tentait à travers la chanson, un art populaire, tentait de former l'esprit national. Donc, il y avait une perspective d'éducation nationale. Si l'élite prenait s'impliquait au niveau de la chanson, pourquoi on considère la chanson comme un genre mineur, alors? Mais là, c'est presque une contradiction. Oui, non, c'est pas une contradiction en soi. Je pense que la chanson était un moyen de rejoindre le plus de monde possible et il y avait un élément de formation et puisque les écoles étaient un lieu favorable, les institutions d'enseignement quand même, il y avait une clientèle là extrêmement intéressante que l'on formait et la chanson était un moyen parmi d'autres d'éduquer l'âme, le sentiment national. C'était une forme était enseignée durant les cours. Il la chantait. Je dis que cette chanson-là, patriotique et canadienne, circulait dans les institutions, d'enseignement, et à travers elle, il y avait un apprentissage à la fierté, à l'identité, etc. Mais c'était au niveau symbolique. Il n'y avait pas des cours sur la chanson, ça n'existait pas. On se comprend? Oui.
Et puis, donc, il y avait un certain rôle de la chanson québécoise. Ah oui, et à l'époque, on l'appelait pas chanson québécoise. D'ailleurs, bien qu'on retrouve certains titres de chansons, dans certains titres de chansons, le mot québécois. OK. Même à l'époque. Mais c'est sûr qu'officiellement, on se définissait comme Canadien-Français. OK. Et ce n'est qu'à partir de 60, avec la Révolution tranquille, que le terme a changé. Et quand les mots changent, c'est qu'ils reflètent un changement de la réalité aussi. Même les politiciens ne disent plus Canadien-Français aujourd'hui. C'est donc que la réalité est perçue différemment. Et puis, quel rôle avait la chanson à cette période-là, puisque, bon, on parle souvent du rôle de la chanson aujourd'hui ou dans une époque qui est relativement rapprochée, mais au 19e siècle, il y avait aussi un rôle, alors quel est ce rôle? C'est un peu ce que je disais tantôt. Le rôle, ça avait un rôle d'éducation nationale, si je peux employer l'expression, et dont on a une illustration moderne avec la bonne chanson. La bonne chanson a travesti certaines chansons folkloriques, etc. Bon, on ne parlera pas ici de l'éthique, là, parce que il y a un débat entre les folkloristes et certains, ceux qui ont utilisé la chanson comme forme de diffusion d'un discours, là, ce qui était le cas de la bonne chanson, par exemple, qui lui voulait, à travers les valeurs chrétiennes, sauvegarder l'âme française. Alors, je ne sais pas si tu vois l'idéologie derrière ça. Alors, c'est bien évident que dans une perspective comme celle-là, le rôle de la chanson est de développer le sentiment national à ce moment-là. Et ça correspond tout à fait à l'époque, entre autres, l'époque des monuments historiques. Okay. C'est exactement le même esprit, les discours patriotiques, etc. Donc la chanson ne fait que prolonger le discours officiel, le discours patriotique. La chanson n'est qu'une illustration parmi des formes d'art. Et la chanson devait donc, comme je disais tantôt, servir à l'éducation nationale. C'est un des rôles qu'elle jouait. Pas le seul, j'imagine. Puis bon, si on parle maintenant que la chanson existe au 19e siècle, la plupart des histoires de la chanson québécoise ne commencent qu'avec la Bolduc. Oui, là, vous parlez de la bonne chanson aussi, bon, on en parle, on commence toujours l'histoire avec ça. Alors pourquoi le 19e siècle est ignoré? Il est ignoré pour une simple et bonne raison, c'est que si on faisait entendre ces chansons-là aujourd'hui, peut-être qu'elles seraient moins crédibles, parce qu'il y avait une conception de la chanson aussi. Mais je pense que la principale raison, c'est la notion même de chanson qui change. C'est que la chanson devient... On prend la Bolduc parce que c'est un point de départ, mais il y a eu des gens avant elle, c'est bien évident, mais la Bolduc est un point de repère. Or, c'est avec la Bolduc que l'industrie du disque part au Québec et connaît un développement. Avant elle, il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'auteurs de compositeurs. Donc, la Bolduc... Est-ce qu'il y a des gens, des Québécois qui ont été enregistrés à l'extérieur à partir de... Bon, oui, il y en a. Je ne pourrais pas te les nommer par cœur. Là. Je peux te dire que oui, il y en a. Malheureusement, il ne faudrait pas que tu me poses la question parce que je ne sais pas qui. Ouais, mais je peux te dire qu'il y en a. Mais la Bolduc a été la première vedette, au sens américain du mot. Comprends-tu? Et la chanson populaire, et c'est ça qui vient de changer. Pourquoi on fait commencer la chanson québécoise avec la Bolduc? Parce que c'est elle qui représente la première notion d'auteur-compositeur. On ne parlera pas ici, évidemment, de la qualité, parce qu'il y a eu des débats, et longtemps, on a renié la Bolduc. Là, ensuite, il y a eu une espèce de reprise, là, une espèce de valorisation. Mais il reste que la Bolduc a toujours un peu, on doutait d'elle comme représentante de la culture officielle. Mais c'est contemporain, à cette époque-là, dans les années 30, il y avait d'autres chanteurs que la Bolduc. Tout à fait. Donc, pourquoi les autres, on n'en parle pas, puis on parle plus de la Bolduc? Mais c'est parce qu'il faut marquer son époque, hein, si on veut passer à l'histoire. Et je pense que peut-être... C'est elle qui a marqué plus la période. Oui, il n'y a aucun doute qu'elle a marqué cette période-là. Et il y avait un contexte aussi à Montréal, les gens... de ces beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, chantait Vigneault. Alors les gens avaient une mentalité de campagnard, même s'ils vivaient en ville. Et la Bolduc a comme compris cette espèce de nostalgie qu'ils avaient. Et la Bolduc appartenait à une culture... La Bolduc n'était pas folklorique, mais elle appartenait à une culture et à un esprit folklorique. Mais elle n'était pas... Ce qu'elle faisait, c'était de la chanson, mais à partir de sa propre culture, laquelle culture venait de son passé, et donc du folklore, d'une certaine manière. Il y a des chansons qui s'inspirent directement. La Bolduc... Comme au 19e siècle. Ah, tout à fait. La Bolduc, sans le savoir, a utilisé une chanson, La cuisinière, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais une des chansons date du Moyen-Âge. Cette chanson-là faisait partie d'une série de chansons, Les Menteries, au Moyen-Âge. Mais la Bolduc, quand elle est allée chercher l'air, puis elle a adapté les paroles, elle ignorait que ça venait du Moyen-Âge. Mais elle était baignée, elle baignait dans une culture folklorique, entre guillemets. Tu vois? Et quand elle est la Bolduc, c'est la modernisation de la chanson.
Et comme c'est la première qui a été la plus spectaculaire, si tu veux, c'est elle qu'on a retenue, mais c'est évident qu'il y en a d'autres, il n'y a aucun doute. Je pense à un gars comme, à la même époque, il a fait de la chanson dite française, là, Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, Lionel Daunet. Oui. Tu vois? Au Villa Légaré. Oui, exactement, c'est ça. Alors, donc, mais ils sont pas oubliés, eux. Ils sont pas oubliés. Mais c'est sûr que la Bolduc a dominé son époque. Mais elle, il n'y en avait pas beaucoup. Puis si on prend avant la Bolduc, les chansons qui ont existé au 19e siècle, dont on a les paroles et la musique, les feuilles de musique, est-ce que de ces chansons-là qui ont été endisquées par après, dans les années... depuis l'apparition du disque, là? Il y en a, c'est sûr. Je pense, par exemple, à une série de chansons folkloriques et patriotiques, parce qu'à un moment donné, les deux termes se mêlent. On peut retrouver ça. C'est un disque auquel je pense, puis j'oublie les titres. Dommage. Mais donc, ça a été fait. Oui, ça a été fait. Ça a été fait, mais la bonne chanson l'a fait aussi. Et je rappelle que la bonne chanson est allée chercher des chansons de l'époque. Mais la bonne chanson ne faisait pas que prendre des chansons canadiennes, elle allait chercher des poèmes de Victor Hugo, mettre en musique, ou s'inspirer d'un air classique, ou s'inspirer, tu vois. Donc, c'était très éclectique, finalement, comme choix. Mais en même temps, ça appartenait à une même vision, qui était une vision un petit peu aseptisée de la réalité, les beaux sentiments, l'élévation du cœur, etc., tu vois. Et ça était une lutte contre la chanson américaine, entre autres, la bonne chanson. Vous avez choisi d'aborder la chanson sous son aspect idéologique, politique. Mm-hmm. Est-ce que vous croyez que c'est un des thèmes dominants de la chanson dès origines à nos jours? Est-ce que la chanson est fatalement politique? Oui, je préfère nettement la deuxième question. Elle est fatalement politique. Et je dirais même qu'une chanson peut être une chanson politique. On pense au temps des cerises. C'est classique. Hein? Donc, quand on dit politique, c'est évident que la chanson véhicule un discours. Elle appartient à son époque et elle peut s'inscrire en faux contre son époque ou pas. Donc, elle est fatalement politique. Mais, peu importe son contenu. C'est-à-dire, ça peut être une chanson d'amour qui peut être... C'est pas peu importe. Quand Céline Dion chante en anglais, il y a une connotation sociale dans ce geste-là et elle peut être interprétée d'un point de vue politique. Quand Céline Dion, à la disque, dit « Je suis québécoise », alors qu'elle fait des versions américaines, c'est bien de valeur, mais c'est politique. Tu comprends? C'est dans ce sens-là qu'on appartient et que le discours, il ne peut pas être une abstraction. Le discours, il est dans un contexte historique donné, ici et maintenant, comme dirait l'expression. Maintenant... Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que le contenu d'une chanson doit être nécessairement politique pour que la chanson devienne politique? Non, il y a beaucoup de chansons politiques qui n'ont pas atteint leur cible. OK. Puis est-ce qu'il y a au contraire aussi des chansons qui n'ont pas un thème nécessairement ou explicitement politique, puis qui le deviennent? Moi, je pense qu'une chanson, c'est essentiellement un texte, des paroles, pour aller à l'essentiel. Dès que ça pénètre les consciences, c'est quelque part politique. Je ne sais pas qui disait ça, c'est Nicole Brassard, je crois, je ne suis pas certain, qui disait que le privé est politique. Donc, quand j'écoute une chanson et que cette chanson-là me fait vibrer quelque part et qu'elle véhicule quelque chose avec lequel je me sens en accord ou en désaccord, je suis dans l'idéologie. Maintenant, il y a toute la dimension individuelle, il y a la dimension collective. La dimension collective, pour parler de la chanson québécoise des années 60, par exemple, elle était soutenue par un mouvement social profond, qui était celui de la Révolution tranquille, tu comprends? Mais on a peut-être accolé à la chanson québécoise une connotation trop nationaliste, de sorte qu'on a évacué toute la question sociale, les injustices, les rapports d'exploitation entre individus, entre organismes, ouvriers, patrons, etc. Mais un gars comme Raymond Lévesque, qu'on a carrément identifié à la question nationale, était d'abord quelqu'un qui était contre les oppressions. La question nationale était une illustration, c'est tout. Bozo les culottes, c'est d'abord essentiellement un rapport d'exploitation dont il est question. Mais c'est dans un contexte historique, celui du Québec, et non pas celui du Chili. Mais c'est les mêmes luttes fondamentales au niveau des principes et au niveau d'une recherche de justice. Vous parlez d'oppression comme thème dominant de la chanson. C'est un peu ma question. Est-ce que vous croyez que c'est un thème dominant de la chanson? On pourrait répondre oui. On pourrait répondre oui, mais on pourrait répondre non. C'est-à-dire que oppression, il faut faire attention. L'oppression qui se passe au Chili, ou ce qui se passait au Chili, on peut dire encore ce qui se passe à l'occasion. Quand je pense au Kurde actuellement, c'est sûr que notre oppression ici, il faut la relativer. Hein? Mais je pense que toute chanson, quel que soit leur contexte historique, la finalité, c'est une espèce de justice sociale, c'est une quête de liberté, finalement. Et, la chanson libertaire.
une chanson libertaire, puis une quête de liberté. Il faudrait quand même distinguer les termes, mais c'est intéressant d'associer les deux. C'est effectivement intéressant. Mais, je veux dire, toute lutte pour une meilleure justice, qu'elle soit superficielle, puis encore là, il faudrait définir les termes. Mais c'est sûr que l'impact n'est pas tout à fait la même chose de parler des injustices qui se passent au Chili ou au Liban, par exemple, actuellement, et puis de nos injustices ici. Mais c'est pas une raison de s'abstenir de réfléchir sur notre propre condition, parce que... Tu comprends? Est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre point de vue sur lequel vous auriez abordé la chanson? Ou seulement, bon, vous avez abordé du point de vue politique. Mais c'est-à-dire que le politique étant le global, je veux dire... Auriez-vous aborder la chanson, vraiment d'avoir une vision historique de la chanson comme vous l'avez, du point de vue du thème de l'amour, puis développer autant? Oh, j'aurais pu, mais moi, quand tout est tout, puis qu'il y a le danger que rien n'est rien. Je veux bien que la chanson amoureuse ait une dimension politique. Ce serait d'ailleurs un texte, j'imagine, extrêmement intéressant à faire, et ça pourrait être une illustration extrêmement intéressante, mais je voudrais pas tomber en disant que toutes les chansons d'amour sont des chansons politiques. Là, je trouverais d'abord ça manquerait de rigueur. Et moi, ce que je suis allé chercher à travers... Les chansons politiques peuvent être des chansons d'amour. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute là-dessus. Et Bouger les culottes est une chanson d'amour. Pour les démunis, entre autres. Tu m'as fait perdre mon idée, je voulais dire quelque chose. Non, on peut poursuivre en musique à ce moment-là, on reviendra. D'accord. Alors, l'idée que je cherchais tantôt, je l'ai retrouvée, c'est que une chanson engagée, ce n'est pas une chanson ahistorique. C'est une chanson qui a des conditions historiques. Et bien sûr, à ce moment-là, une chanson engagée au Québec, une chanson engagée au Chili, peuvent avoir les mêmes finalités. Mais c'est sûr que c'est peut-être moins dramatique au Québec, cette prise de conscience d'une certaine exploitation. Mais il y a une quête à travers, que ce soit au Québec, au Chili ou au Liban, à travers une chanson engagée, il y a un désir de faire voir, de faire prendre conscience de la situation et donc de changer des consciences. Et la lutte pour la liberté, c'est une lutte universelle. Si ici je lutte pour une meilleure justice, ailleurs aussi, à un moment donné, peut-être les énergies ensemble vont permettre une prise de conscience collective et voire universelle. Mais je veux dire, ça ne peut pas être une abstraction. Ça se fait à partir de ma condition historique. Donc, on a dit, si on récapitule, on a dit la chanson est essentiellement politique. Elle est aussi historique. Me permets-tu de nuancer? Quand tu dis essentiellement politique, okay, non. Il faut nuancer. Et il faut nuancer. La chanson peut être politique. OK? Mais c'est évident qu'il y a des gens... Mais le fait qu'elle soit reliée à la conscience... oui, mais c'est parce que il y a des textes qui n'ont pas pour finalité de changer le monde ou de faire prendre... Il y a des textes... Tu sais, la chanson, c'est d'abord un art populaire. Hein, c'est un art de loisir. Il faut jamais l'oublier. La nature même de la chanson, ce n'est pas d'être engagé. Hein? Donc, moi, j'ai sélectionné un corpus de chansons dont les textes, OK, sont politiques. Mais toutes les chansons ne sont pas des textes politiques. Tu vois la nuance? OK. C'est ça. Puis l'importance de la chanson politique, tout ça, est-ce que c'est fait sentir par période, au niveau, ça serait ponctuel, 1837, 1960? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les grands événements historiques ponctuent, au fond, l'évolution de la chanson. Est-ce que ça a été une période qui a été plus prolifique au niveau de la chanson, contestataire, politique, ou en tout cas différente? La période la plus prolifique, à ma connaissance, c'est effectivement la période de 60 à 75, jusqu'à la prise du pouvoir du Parti québécois. Là, il y a eu une espèce d'explosion, une prise de parole collective incroyable, et qui a, je veux dire, c'était une mode, même à un moment donné, d'être chansonnier. Au même titre qu'avant, on rêvait d'être prêtre, là, on rêvait d'être chansonnier. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, il y a eu une profusion, il y a eu la création du réseau des boîtes de chansons qui se sont multipliées. Je veux dire, c'est devenu un phénomène sociologique. Le peuple s'est approprié une parole à travers ses chansonniers. Et ça, c'était nouveau. Et politique. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent que Bruno Roy est l'auteur de Pouvoir chanter, qui est édité chez VLB Éditeur, son 3e livre, je crois. Oui, sur la chanson, c'est mon 3e, oui. Le premier étant le panorama de la chanson québécoise, paru en 77, donc que les gens ont peut-être connu. Et puis, donc, c'est ça. Je vous le mentionne, une étude donc, qui aborde la chanson d'une façon politique, et ça a été présenté, entre autres, au Salon du Livre de Québec. Donc, Bruno Roy, Pouvoir chanter chez VLB Éditeur.
Pourquoi croyez-vous, si je reprends ma petite entrevue, pourquoi croyez-vous que la chanson, en tout cas du moins de la façon dont vous le démontrez, exprime plus que toute autre forme lyrique, là je prends par exemple l'opéra, Oui. Un contenu politique ou davantage politique. Si on si on regarde les thèmes qui sont abordés par l'opéra ou d'autres formes lyriques qui sont chantées, la voix chantée, ça semble moins politique que la chanson. Alors d'après vous, pourquoi? Il y en a beaucoup de Verdi, je ne suis pas certain que ce soit pas politique, ça. OK. Il faut faire attention, là. Je rappelle, hein, j'ai fait un choix d'un corpus de chansons politiques, mais je ne prétends pas avoir analysé tout le phénomène de la chanson et donc toutes les chansons. Il y a quand même une nuance importante. Donc globalement, peut-être qu'elle ne sera pas plus politique. C'est ça. Si on chiffrait de façon mathématique le nombre de chansons politiques versus le nombre de chansons d'amour, j'ai bien l'impression que le nombre de chansons d'amour l'emporte. Et d'emblée. Moi, j'ai ciblé un corpus. Donc, évidemment. Mais il y a certaines périodes comme celle des années 60 Voilà. C'est ce que j'allais ajouter. J'ai mis en lumière donc un ensemble de textes à travers l'histoire. Mais c'est bien évident qu'il y a des périodes plus intenses et celle des années 60, il n'y a aucun doute. Parce que là, il y avait un mouvement social qui accompagnait la chanson. Il faudrait être sociologue pour savoir si c'est la chanson qui a provoqué le mouvement social ou l'inverse. Moi, je crois que c'est réciproque. Est-ce que la contestation s'est faite sentir dans la chanson avant d'autres formes littéraires, par exemple la poésie? Est-ce que la chanson est arrivée avant? Ah oui, je veux dire, il faut voir les années 60 et voir Gaston Miron et Georges Audard à la même table. Hein? OK. Donc, c'est simultané. Ah oui, c'est simultané. Je dirais que d'une certaine manière, pendant que la chanson québécoise essayait de se trouver un public et essayait de se rendre visible, pendant ce temps-là, en 1953, Gaston Miron fonde les éditions de l'Hexagone et il crée une littérature nationale. Donc, ça ne peut pas se séparer. L'éclosion du théâtre québécois des années 60, c'est pas un hasard de l'histoire. Donc, il y a une conjoncture sociale, culturelle et politique qui fait que tous ces mouvements-là s'interpénètrent et finalement expriment une globalité sociale et québécoise. Donc, la chanson politique est plus prolifique durant cette période-là. Et on pourrait dire que... je dirais plus visible que prolifique. OK. Parce que la poésie, elle a été visible à une époque, mais les médias aidant, c'est clair que la chanson est nettement plus visible, d'où l'impression qu'on a qu'elle est plus prolifique. Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, pour reprendre la question que je posais tantôt, affirmer que la chanson politique s'affirme durant des périodes assez ponctuelles qui sont reliées à des événements sociopolitiques? Oui, je pense que oui. Puis on a un dernier exemple. Je pourrais te donner l'exemple. Pour la seule année de 1989, il s'est composé 7 ou 8 chansons exclusivement ayant comme sujet formel, c'est-à-dire le sujet de la chanson, c'est la langue. Pour la seule année de 1989, il y en a eu 8, je crois. C'est donc pas un hasard. French Bee, il y a eu La Voix, il y a eu Piché, il y a eu Rivard, Le cœur de ma vie, etc. Donc, c'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard. Effectivement, il y a des périodes qui permettent une espèce de prise de parole et qui va dans un même sens, comme dans le cas de la langue. Mais quand on regarde la notion de pays, la notion d'identité québécoise qui a dominé la thématique des années 60, c'est sûr que ça appartient à son époque. Alors, puisqu'il y a eu 7 chansons qui ont été écrites en 89 qui parlent la langue, comment vous expliquez ça? Je l'explique par un effet de reprise, une prise de parole à nouveau, c'est curieux à dire, mais il y a une reprise de la parole. Il ne faut jamais mésestimer l'effet du référendum, qui a été un effet le mot ne me vient pas. Catalyseur, peut-être? Oui, mais un effet négatif, finalement, et de soumission par rapport à la réalité. Et il y a eu un désenchantement, je cherchais le mot, un désenchantement. Et donc, les notions de pays, d'identité québécoise, finalement, se sont imposées. Et la notion d'identité québécoise, personne ne doute maintenant de la littérature québécoise, de la chanson québécoise. Et c'est comme réglé. Il s'agit maintenant de faire advenir cette réalité québécoise, non pas seulement au niveau du symbole, mais au niveau de la réalité, ce qui est une autre question, qui est une question politique et électorale. Il reste que quand, en 89, on se retourne puis un thème privilégié à travers la langue, c'est que la langue devient une espèce de catalyseur des symboles québécois et de l'identité même québécoise. Bien sûr, il y a des pièges là-dedans, mais globalement, il reste que la langue est au centre d'une reprise de conscience collective liée à une reprise de la question nationale. Tout ça se fait en même temps. C'est pas un hasard si 60% des Québécois et des Québécoises ont l'intention de voter
pour la souveraineté. C'est pas un hasard, ça appartient à son époque. Et on s'aperçoit qu'au niveau de la chanson, il y a une reprise d'un discours et il est concentré sur la langue. Depuis depuis 89 en gros, mais moi je dirais depuis 86, 87, il y a comme une remontée et la chanson en témoigne. La chanson témoigne de cette remontée-là. Et je pense que ça, c'est un sismographe. Puis quelles sont les revendications de ces chansons? Les revendications de ces chansons-là, bien sûr, c'est la langue et le symbole d'une survivance, mais c'est aussi une lutte pour une existence politique. Et ça, c'est nouveau. Quand Rivard, à l'entrevue de Lise Payette, préfère l'universel au national, à la question nationale, il dit « Ah oui, mais à quoi ça sert de sauver mon petit bout de terre à moi si je ne peux pas sauver le monde? » Rivard a peut-être compris qu'il fallait qu'il commence chez lui avant de sauver le monde. Et quand il fait sa chanson sur la langue, c'est surprenant d'une certaine manière par rapport au discours qu'il tenait avant, parce qu'on avait l'impression qu'il était complètement désarticulé par rapport à la question, et au fond, il était très sensible. Et je pense que l'entrevue de Payette a provoqué un certain nombre de choses aussi. Bon. Il reste que les revendications sont aussi des revendications... j'aime pas le mot, mais c'est parce que ça permet de comprendre ce que ça contient, écologique. Est-ce que ça serait une nouvelle tendance qui était absente avant? Non, elle était déjà là avec la contre-culture et les groupes québécois. Je pense mais que si on va un petit peu plus loin, là, mais là, 1930... Oui, mais là, c'est que c'est moins nombriliste, c'est ça que je dirais. Okay. C'est moins nombriliste et il y a une prise de conscience des oppressions ailleurs aussi, qui existaient avant 60. Il ne faudrait pas penser que ça n'existait pas. Je pense à certaines chansons de Jacques Blanchet, Tu es noir, à certaines chansons de Ferland. Mais qui n'existaient pas quand même au début du siècle. Là. Ah non, mais là on parle de la chanson québécoise à l'état présent. Non, mais c'est pour faire quand même avoir une vision historique. Ah oui, je suis d'accord. Et dans ce sens-là, on est moins nombriliste. Ok, je comprends ta question. Étant moins nombriliste, on a une conscience quand même universelle plus large. Mais l'universel n'est pas une abstraction. Et on pense que, par exemple, cette tendance de vouloir appeler à la radio, par exemple, la chanson francophone d'ici. Quelle aberration! Quelle aberration! On avait réussi à nommer ce qu'était la chanson d'ici. Elle s'appelait la chanson québécoise. Et après le référendum, ça devient, par hasard, c'est jamais du hasard, idéologiquement, la chanson francophone d'ici, même plus capable de nommer cette réalité qui s'appelle la québécoise. Et être québécois, ça ne veut pas dire d'être fermé. Il y a, pour pouvoir être universel, c'est Cervantes qui disait... comment est-ce qu'il disait ça? Nous sommes d'un coin de pays. Pour être universel, il faut d'abord être d'un coin de pays. Il faut d'abord exister avant d'être universel. Sinon, si on n'existe pas, comment peut-on être universel? On a regardé le passé, le présent. Qu'est-ce que, du fait maintenant qu'on prend conscience de notre existence, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur pour la chanson? Dans le futur, moi j'ai l'impression que la chanson va continuer à jouer le rôle qu'elle a toujours joué, c'est-à-dire d'être cette espèce d'éveilleur de conscience. Et là, je parle du rôle spécifique attribué à la chanson politique. Je ne parle pas de l'ensemble de la chanson. Il y aura toujours une industrie de la chanson pour les loisirs. Là. Mais je parle pour ceux qui s'intéressent à la chanson et qui ont des choses à dire. Je pense qu'ils vont toujours être de leur époque. Et je pense que ce qui est important pour la chanson, une chanson qui se prétend être politique ne doit pas être dépendante des pouvoirs politiques. Ça a été d'ailleurs le problème de la chanson québécoise dans les années 70, lorsque le Parti québécois a accédé au pouvoir. On avait l'impression, Félix Leclerc disait même, si je pense comme René Lévesque, c'est parce qu'on a des bonnes idées tous les deux. C'est correct, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais si le discours politique dans la chanson dépend du discours officiel, donc du politique, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que la chanson politique garde ses distances par rapport au pouvoir, sinon elle n'a aucune crédibilité. Instigatrice aussi. Instigatrice, ça dépend des mouvements. C'est très difficile. Elle peut toucher un individu à 9 h du soir, seul dans sa chambre, tu comprends? La dimension collective... Elle peut enclencher un mouvement aussi. Elle peut enclencher un mouvement, et ce qu'elle a réussi à faire dans les années 60. Est-ce qu'elle va enclencher à nouveau un mouvement? C'est difficile à prédire. Ce que je peux dire, c'est que la chanson québécoise est en excellente santé actuellement, et il y a un public pour l'entendre. Alors, c'est sur ces phrases qu'on se quitte. Et est-ce que la chanson, donc, continuera d'être aussi politique? C'est un peu sur la question qu'on se laisse et que les gens pourront réfléchir et peut-être méditer en lisant le livre de M. Bruno Roy, donc, qui est lui-même professeur de chanson. Alors, depuis quelques années, on enseigne la chanson, et oui, c'est formidable. Donc, tu en profites? Oui. Pouvoir chanter, édité chez VLB de Bruno Roy. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. C'est distribué en librairie un peu partout. Et puis, M. Roy, bien, revenez-nous en forme le plus tôt possible. On a hâte de vous revoir. Merci. Alors, je vous rappelle que vous écoutiez Récital des anges, et puis revenez-nous la semaine prochaine en grande forme.